Cette communication vise à interroger la façon dont le genre participe à construire les souffrances psychiques à partir d'expériences migratoires distinctes de 3 sous-groupes au sein de l'immigration chinoise qui réside en région parisienne. Elle se donne pour objectif de comprendre comment les rôles sociaux liés au genre tendent à orienter la façon dont les hommes et les femmes, les garçons et les filles sont exposés différemment à des souffrances psychiques et par la suite comment ils et elles s'approprient et se réapproprient différemment leurs difficultés psychologiques. Autrement dit, comment leur usage des soins psychiatriques varie selon les différences de sexe et de genre. Cette étude a été réalisée dans le cadre d'une thèse de sociologie qui a porté sur les expériences migratoires des migrants chinois et de leurs descendants en région parisienne à travers le prisme d'analyse de l'usage des soins psychiatriques. Je précise qu'ici, le terme psychiatrique est vraiment entendu au sens large et désigne toute prise en charge en santé mentale qui relaie diverses approches, qu'elles soient psychiatriques, psychologiques, psychothérapeutiques ou psychanalytique. Et cette communication s'appuie plus précisément sur 3 chapitres de ma thèse qui ont traité respectivement les souffrances psychiatriques des migrants en position précaire, dont la plupart des sans-papiers, et ensuite les jeunes qualifiés chinois et chinoises face au dérèglement du marché matrimonial dans le contexte transnational, et enfin les difficultés psychologiques de descendants et de descendantes ayant immigré par regroupement familial. Au niveau méthodologique, cette communication est issue d'une enquête ethnographique effectuée de septembre 2010 au printemps 2014 dans le secteur psychiatrique public. D'abord, l'enquête terrain a été facilitée par ma position particulière, tour à tour interprète, médiatrice interculturelle et sociologue en observation. Cette enquête a permis de collecter des matériaux d'enquête au moment précis de la consultation, c'est-à-dire que je participe directement aux consultations en psychiatrie et puis d'observer les interactions entre les familles chinoises et des professionnels de santé souvent français. Et avec la permission des soignants référents, j'ai pu également mener des entretiens et aussi des observations en dehors du champ médical avec des familles chinoises. Et pour les personnes qui consultent dans le secteur privé et les professionnels de santé qui exercent en libéral, je n'ai pas pu participer aux séances cliniques. En revanche, j'ai pu mener des entretiens qui m'ont permis de structurer, d'avoir des éléments qui structurent une relation thérapeutique. Alors, d'abord pour le sous-groupe de migrants et de migrants de la première génération en position précaire, au sein duquel on pourrait déjà distinguer 2 modalités de migration. D'abord, les migrants dits Wenzhou, donc originaires d'une région située au sud-est de la Chine, un peu plus au sud de Shanghai. Ce sont des migrants qui portent un projet migratoire en famille. C'est-à-dire que même si les membres de famille ne viennent pas tous au même moment en France, il y a toujours ce projet de pouvoir se réunir un jour à Paris. Et ensuite, les migrants en provenance d'autres régions de la Chine, du nord, mais aussi dans d'autres provinces comme la province de Jiangxi, ce sont souvent des migrantes qui viennent toutes seules, et parmi lesquelles une majorité de femmes d'âge moyenne, entre quarantaine et cinquantaine, qui font de petits boulots au noir à Paris, dont vous avez sans doute déjà entendu parler de leur métier. Certaines sont nounous, certaines sont femmes de ménage, et il y en a aussi d'autres qui sont des travailleuses du sexe.
complexe. Et alors, pourquoi je m'attarde autant sur leurs caractéristiques sociologiques? Parce que leur entrée dans le milieu du soin et leur modalité de prise en charge psychiatrique sont en lien étroit avec leurs conditions de vie. Alors, déjà, il faut dire que hommes et femmes mélangés, ces migrants sont quasiment tous suivis par le secteur public de la psychiatrie, et j'ai rencontré beaucoup plus de femmes que d'hommes, sachant que pendant 4 ans, j'ai pu rencontrer 180 familles chinoises comme cas. Pour les femmes, une grande majorité d'entre elles sont prises en charge suite à un suivi préalable en pédopsychiatrie de leur enfant. Donc leur souffrance psychique fonde beaucoup sur les sentiments coupables d'être à la fois mauvaise femme et mauvaise épouse. Sur ce dernier point de mauvaise épouse, tout à l'heure, je vais vous donner un exemple très concret. Et pendant la consultation, les professionnels de l'enfance, souvent imprégnés des pensées psychanalytiques, manifestent un engouement pour la cause de l'enfant. Donc, ici, je fais référence au travail de Garcia qui dit que les mères en milieu populaire sont souvent critiquées comme des mauvaises mères. Alors, une scène, par exemple, lors d'une consultation, le pédopsychiatre a posé une question à une maman. Est-ce que cela ne vous dérange pas de voir quelqu'un d'autre s'occuper de Sylvain, c'est son enfant, et essayer peut-être de vous rendre un peu plus disponible pour lui au moins. Et donc, sans attendre que le docteur finisse sa phrase, cette mère réagit, et je vous cite, je pense que c'est très bien d'avoir quelqu'un qui lui parle, qui lui stimule quand je n'arrive pas. Et le travail, c'est mon seul plaisir en ce moment. Et à ce moment-là, en écoutant ce discours, ce docteur intervient tout de suite en changeant de sujet de conversation. Elle dit, ah bon alors, par quel moyen écartez-vous le contact avec votre propre mère en Chine, c'est téléphone ou Internet est. Alors, il s'agit juste d'un exemple parmi d'autres, alors que pour les femmes qui ne sont pas mères, qui sont des mères, mais de qui leurs enfants ne sont pas à Paris, c'est le no-win-show. Dans la plupart des cas, ils sont orientés vers la psychiatrie adulte suite à une crise d'ordre public. Ce sont souvent la police ou le commissariat qui interviennent, qui décident une hospitalisation d'office. Alors que les hommes paraissent moins nombreux en psychiatrie, je pense qu'ici on pourra établir un lien avec l'intervention précédente, même si leurs enfants et leurs femmes sont pris en charge, je vois très rarement d'un suivi individuel, soit proposé à un père de famille. Alors, trop de contraintes au travail ou n'avoir rien à dire sont souvent empruntées par eux comme des excuses pour ne pas venir en consultation. Néanmoins, ils ne sont pas moins concernés par les souffrances psychiques. Je vais vous donner un exemple. Un père, pendant 3 ans, me livre progressivement ses aspirations et ses déceptions en tant que migrant père de famille. Un jour, avec des larmes scintillantes dans les yeux, il me raconte que pendant leur voyage clandestin avec sa femme, il a été forcé d'être présent lorsque le passeur a commis un acte de viol à sa femme. Et donc, je vous cite, avec ma femme, après cela, personne n'a rien dit sur ce qui s'est passé. C'est comme si ça n'avait jamais lieu. Mais dans ma tête, il y a une sorte de projection répétitive de ces images, sans arrêt. Je me disais, tu es un homme fort, il y a encore des têtes à rendre, et des enfants à nourrir, et il faut que tu tiennes bon. Voilà, ici, donc, je pense qu'on peut tout à l'heure prolonger la discussion. Et en ce qui concerne, dans le cadre de consultation familiale, j'ai pu également témoigner une différence genrée entre les rôles de la mère et le rôle du père en psychothérapie. Ce sont souvent les mères qui jouent le rôle de modératrice entre les professionnels de santé et le père. Elle initie davantage en fait le travail émotionnel, si je reprends le terme de Rolichid, sur la gestion d'émotions qui
pour qu'elles soient adaptées aux normes sociales sur le moment. Et ensuite, dans le cas des jeunes diplômés et migrantes qualifiées, leurs souffrances genrées en termes de soucis matrimoniaux apparaissent face au rôle et attentes à assumer à l'écart du destin matrimonial et de la sexualité, et aux pressions qui en sont issues généralement en provenance de leurs parents en Chine. En mandarin et il y a un terme, shengnu, qui traduit par les femmes qui restent, et pour désigner en fait les femmes célibataires au-delà de certains âges limites. Et merci. Et celles disposent d'un diplôme de bac plus 5 sont étiquetées comme 3 fois élevées, donc au diplôme, aux revenus et aux âges. Donc elles sont c'est un terme très péjoratif, elles sont considérées comme des femmes difficiles à marier, et parmi lesquelles encore les doctorantes sont appelées les personnes du troisième genre. Alors, ici, on pourrait déjà voir une différenciation genrée de la dépression matrimoniale qui est attribuée, qui s'exerce davantage chez les femmes que les hommes. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que si tu es dans un contexte transnational, et ici les qualifiés dont je parle, n'affrontent pas les mêmes attentes parentales, notamment concernant le devoir de retour en Chine. Ultérieurement. Alors ici, j'aimerais bien vous citer un extrait d'entretien, mais comme il me reste peu de temps, je vais y passer. Un homme célibataire de 36 ans qui parle que il faut aussi garder en tête que les migrants dont je parle font partie de la génération de l'enfant unique. Donc lui, il dit que je suis enfant unique et le premier garçon parmi tous mes cousins pour mes grands-parents de tous côtés. Donc c'est tous ses proches familiales en Chine souhaitent qu'il retourne un jour en Chine pour rendre au service à ses parents. Et du coup, lui, il me dit que pour ne pas compliquer les choses, il cherche à épouser plutôt, à rencontrer une chinoise ou bien une étrangère, mais qui est prête un jour à retourner avec lui en Chine. Et du coup, ça restreint beaucoup son choix de compagne. Et donc, cela a engendré certains soucis matrimoniaux. Alors que chez les femmes, juste pour aller vite, les femmes se sentent plus libres à se lancer dans une relation de couple mixte. En revanche, il y a toujours le décalage de représentation des relations matrimoniales qui se différencient, par exemple le décalage d'âge au sein du couple, ou bien la sexualité, ou encore la gestion économique au sein du couple, etc. Alors, je vais juste contribuer 2 minutes pour vous parler du troisième sous-groupe, les descendants immigrés par regroupement familial. Et donc, ce sont des jeunes qui sont nés en Chine, qui ont été confiés dans leur petite enfance à leurs grands-parents ou à d'autres membres de famille quand leurs parents étaient partis pour la France en tant que sans-papiers. Donc, certains descendants dont je parlais ici sont les enfants, souvent les enfants aînés du premier groupe dont je vous ai parlé. Donc, une fois arrivés à Paris, suite aux demandes de leurs parents, surtout quand ces descendants commencent à vraiment maîtriser le français, etc., ils sont mis à contribution à travers leurs compétences acquises, surtout le français, ou tout simplement par leur force de travail dans un contexte économique difficile. Et ici, dans ce phénomène dont je nomme obligation familiale à rebours, les fils et les garçons, les garçons et les filles ne accomplissent pas les mêmes tâches demandées par leurs parents. Et ils n'ont pas forcément non plus les mêmes stratégies pour se décharger de ces obligations familiales à rebours. Et là, ici, je pense que je vais déjà commencer à conclure. Sur mon terrain, j'ai pu témoigner qu'il est nécessaire d'introduire ici une approche en termes de classe sociale, parce que les descendants issus du milieu
populaires, souvent leur manière de se décharger de ces tâches, c'est d'être prise en charge en psychiatrique, c'est d'être hospitalisé pour s'éloigner de leur sphère familiale. Alors que pour les descendants issus du milieu plutôt moyenne ou supérieur, les modalités de connaître une ascension sociale, ça pourrait être la réussite scolaire, ça pourrait être un mariage mixte, etc. Donc ici, et en même temps, au cours de leur passage en psychiatrie, on pourrait aussi témoigner d'un travail d'intériorisation des habitus féminins. Par exemple, les garçons qui ont été pris en charge sur certains moments, ils commencent à s'exprimer plutôt par la parole que par les actes, ou devient assez bavard. Et parfois, quand ils retournent dans leur milieu d'origine, je vais vous citer une phrase. Il y a un adolescent qui m'a dit que un jour, j'ai rencontré mon pote d'enfance dans la rue, vers Belleville. Cette personne m'a dit tu as été à l'hôpital ou au Thaïlande, maintenant tu es une transe. Et donc là, on peut encore tout à l'heure développer des discussions. Et donc juste pour conclure, j'ai ici tenté de restituer en fait en amont et en aval de l'apparition des troubles et des souffrances psychiques, les modalités d'incorporation des différences de sexe, de genre, dans l'évolution de la santé mentale, mais aussi dans la construction d'un usage de soins et des relations thérapeutiques. Donc c'est-à-dire que d'une manière transversale, le genre est ici pensé comme un rapport social, producteur d'inégalités de santé, dans les contextes migratoires, familial et thérapeutique, quel que soit le sous-groupe des Chinois à Paris. Mais en même temps, je me permets aussi de nuancer, juste pour finir, que il y a d'autres, bien sûr, facteurs comme la génération migratoire, comme l'âge, comme le milieu social, comme l'origine régionale, sont aussi autant importants que le facteur de genre pour pouvoir penser conjointement d'appréhender les souffrances psychiques des Chinois à Paris. Merci.